Nous allons parler aujourd'hui du glyphosate. Il se fait que depuis quelques semaines, une forte polémique est en train de s'emballer et on devrait connaître la fin de cette polémique maintenant que le ministre Gaston Dossoui s'est prononcé sur le sujet. Faire croiser donc s'intéresse aujourd'hui à une question environnementale de grand intérêt national. Pour en parler, je reçois pour vous d'abord Corneille Aïssé, qui est rédacteur en chef adjoint de Diaspora FM, qui est un journaliste spécialiste des questions environnementales. Corneille, à nouveau, bonjour. Bonjour James. Merci donc de nous revenir sur ce plateau pour parler de ces sujets qui vous intéressent particulièrement. En face de vous, il y a Patrice Sagbo du réseau Djinoukoum. Patrice Sagbo, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Merci donc d'accepter notre invitation. Déjà, rapidement, un mot sur le réseau Djinoukoum, qu'est-ce que c'est? Et puis, on s'est croisés une fois à l'occasion de séance de la semaine de l'écologie, de la biodiversité, c'était exactement cela. Et puis, bon, c'est quoi le réseau Djinoukoum? Le réseau Djinoukoum, c'est un réseau qui s'occupe, premièrement, lorsque vous entendez parler des OGM au Bénin. Donc, ça date depuis près de 20 ans. Donc, on était tous membres du Forum Biodiversité, ensemble, pour partager des informations. Et on a vu que l'avènement des OGM nous a amené à dégager un groupe spécifiquement pour parler des organismes génétiquement modifiés. Là que nous avons fait la lutte pendant près de 20 ans. Et nous avons dit non, il faut faire autre chose. Il faut dégager maintenant des alternatives pour montrer aux gens que ce que nous disons peut être vraiment fait sur le terrain. Donc nous avons commencé par faire de l'agroécologie qui constitue une alternative durable pour la vie et la sécurité des gens. Donc nous avons des fermes à Grand Popo, nous avons des fermes à Djefa et nous demandons à tout le monde de faire comme nous faisons et les populations se porteront mieux. Et nous défendons également les droits des paysans sur leurs ressources, les ressources biologiques, la terre, les semences et l'eau, sans lesquelles on ne pourra jamais faire de l'agriculture. Merci. Donc, dans un instant, nous allons discuter de ce sujet-là. Mais avant, je vous invite, vous, mes invités et les amis téléspectateurs et auditeurs, à suivre à nouveau les propos tenus par le ministre Gaston Dossoui pour éteindre la polémique sur le glyphosate. Le glyphosate n'attaque que les mauvaises herbes et n'a aucun impact sur le sol et sur les éléments organiques qui le nourrissent. C'est ce qu'il convient de retenir de la présente rencontre du ministre de l'Agriculture Gaston Dossoui avec les hommes des médias ce jeudi 23 août 2018. Une rencontre qui a pour principal but de faire taire les rumeurs et les différentes polémiques que suscite l'utilisation du désherbant le plus vendu au monde et qui, comme tout autre produit phytopharmaceutique, respecte des caractéristiques précises et les normes d'usage technique d'application au Bénin. Cette loi recommande que tout utilisateur, tout commerçant, tout importateur de ce produit soit agréé. Et tout distributeur devrait être agréé. La deuxième chose, c'est qu'avant qu'un produit ne puisse être homologué, être utilisé, il est d'abord homologué. Et l'homologation se fait par le Comité national d'agrément des pesticides chez nous. Pour faire comprendre qu'en vérité, le glyphosate s'utilise depuis un bout de temps. Ça n'a jamais fait des hécatombes. Ça n'a jamais créé de cancers connus, ça n'a jamais tué les gens. L'utilisation du glyphosate à travers le Killer 480 SL vient donc faciliter la tâche aux producteurs qui, au finish, dépensent moins d'énergie pour plus de rendement. Son degré de toxicité est évalué selon la classification faite par l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Un paysan ordinaire, surtout avec les appareils à bas volume, qui met au bord de son champ juste 50-100 litres d'eau, il est capable en 3 heures de traiter 3-4 hectares. À la machette, lorsqu'il nous sera demandé de désherber avant de labourer, le meilleur paysan ne peut pas désherber plus d'un quart d'hectare par jour. C'est pour cela que je m'en vais vous dire tout simplement que
en termes de dangerosité, la classification du produit selon l'OMS et selon les formulations déjà nous apaise par rapport à tout ce qu'on dit là-dessus. Toutefois, des mesures de précaution et d'accompagnement sont prises. Nos producteurs savent très bien que ils ne doivent pas mettre l'appareil et aller contre le vent dominant. Il faut le mettre de côté ou derrière pour ne pas être arrosé. D'utilisation. Ce que nous recommandons de plus aux producteurs, c'est de perforer les emballages une fois on les a utilisés, pour éviter leur réutilisation à d'autres fins. Pour finir, le ministre Gaston Dossoui a conclu que cette polémique n'est point technique ni scientifique, mais plutôt politique. En attendant de trouver des mesures palliatives, le Killer 480 SL sera présent dans les champs dans le but d'augmenter le rendement des producteurs et ce, dans le respect strict de l'environnement. Respect des normes en vigueur au Bénin, respect de la réglementation et puis quantité de produits assez peu toxiques, en tout cas pour ce qui concerne les concentrations utilisées au Bénin. Les informations sont nombreuses qui peuvent être retenues de la conférence de presse du ministère. 6 points à retenir. Nous allons discuter étape par étape de ces 6 points-là, mes chers invités. Commençons déjà par parler des dispositions réglementaires. Patrice Sagbo, cette disposition réglementaire qui donne agrément donc aux produits phytosanitaires ou phytopharmaceutiques pour entrer au Bénin. Est-ce que cette disposition réglementaire vous paraît être encore pertinente puisque la loi date du 11 février 1991? Et merci, monsieur le journaliste. Avant de répondre à votre question, je voudrais saluer cette entrée du ministre. Il faut féliciter le ministre pour avoir fait cette conférence de presse. Parce qu'officiellement, on a entendu une voix qui s'est prononcée et qui a donné son avis sur le sujet. Il faut féliciter aussi son courage. Parce que depuis près de 20 ans que nous travaillons sur les OGM, nous n'avons jamais entendu une voix si officielle qui s'est prononcée pour dire OGM n'est pas bon jusqu'à ce qu'il y a eu le désastre de Monsanto au Burkina Faso. Donc je tiens à le féliciter pour ça. Mais par rapport à votre question, si vous allez voir, parce que le 2 février dernier, il faut le dire, nous avions commémoré la journée internationale de la Terre. Et nous avons eu droit à 2 communications. La première communication est portée effectivement sur les pesticides au niveau des écosystèmes. Et la deuxième communication a porté sur la réglementation des pesticides au niveau de la CEDEAO et de l'UEMOA. Nous avons les informations sur Internet. Nous sommes allés télécharger le document, mais nous avons voulu entendre une voix officielle. Nous sommes adressés au service de la production végétale qui est à Porto-Novo. Et c'est un des cadres qui est arrivé et nous a présenté le document. Chers amis, le document qu'on nous a présenté ne parle que des aspects agronomiques. Ça veut dire quoi? Le produit est bon. Le produit est bon pour tuer. Le produit est bon pour désherber. Le produit est bon pour ça. Et comment on doit vendre? C'est-à-dire, comme le ministre a dit, pour vendre, il faut avoir des autorisations, il faut faire ceci. Le produit n'a jamais parlé de lui-même pour dire je suis dangereux pour la santé, dangereux pour l'environnement. Jamais. J'ai oublié, je ne savais pas que vous allez poser cette question. Sinon, le document que l'expert du service de la protection végétale de Porto-Novo nous a donné, je vous l'aurais donné. Vous allez lire tout ça. Ça n'a jamais rien dit de la dangerosité de ces produits-là. Alors que ce qui nous intéresse, nous, c'est la santé de l'homme, c'est la santé des consommateurs, c'est un meilleur cadre de vie pour toutes les populations. Justement, mais il existe pourtant un comité national d'agrément et de contrôle des produits phytopharmaceutiques au Bénin, le CNAC. Ce comité ne s'intéresse-t-il pas à la dangerosité du produit qu'on est ici? Merci Guillaume Soulian-Baguidi. Je crois quand même que c'est beaucoup plus une question de, moi à mon avis, beaucoup plus une question des impacts liés de ces produits-là sur nos sols, sur la biodiversité, une fois qu'on les utilise
Pourquoi je le dis? Vous savez, lorsqu'on parle d'homologation, lorsqu'on parle d'agrément et autres, vous savez, autour de tout cela, il y a un commerce qu'il ne faut pas oublier. Il y a du business. Oui, et quand on parle il y a un comité qui est en place. Et quand on parle de fait son travail? Moi, je ne sais pas. Ce n'est pas à nous de répondre à cette question, savoir si le comité fait son travail ou pas. Nous avons des données, nous avons des faits sur le terrain, et c'est les faits qui parlent. Aujourd'hui, quand vous prenez par exemple les déclarations du ministre, on a parlé du glyphosate que nous utilisons au Bénin, le killer 480 RCL, classé catégorie 3, lorsqu'on parle de la dangerosité des produits selon la classification de l'OMS que le ministre a évoqué. Ce produit est classé 3e position, a dit de 1 jusqu'à 5, vous avez les produits les plus dangereux de 1 jusqu'à 5, mais le killer 480 qu'on utilise au Bénin, qui a reçu l'agrémentation, l'homologation, tout qu'on importe dans notre pays, est classé 3. Donc peu dangereux selon les propos du ministre. Mais le ministre lui-même reconnaît que lorsque vous prenez un médicament, tout médicament a quand même une certaine toxicité. Et quand vous êtes exposé à ce médicament pendant un long moment, certainement ça va déclencher d'autres réactions. Alors, mais dans ses propos, il revient et il dit quand même que ce produit que nous utilisons au Bénin n'a pas d'action, n'a aucune action négative sur les sols, sur la santé des populations. Vous avez entendu tout à l'heure, il n'y a pas eu d'hécatombe, il n'y a pas eu de cancer. Est-ce que c'est parce qu'au Bénin, il n'y a pas d'études réalisées qui révèlent que ces produits ont certainement eu des effets néfastes dans la pollution des écosystèmes, la pollution de la chaîne alimentaire, la pollution des sols et autres, que le ministre le dit ainsi? Sur quoi il se base pour le dire ainsi? De toute façon, lorsqu'on lui a posé la question, le ministre n'a pas été capable de nous apporter des réponses. Est-ce que des études ont été faites au Bénin sur l'impact, l'ampleur de ces produits-là? On n'a pas eu les réponses à ces questions. C'est pour ça que je dis, il y a eu des contradictions dans les déclarations du ministre Gaston Dossoui. Le débat aujourd'hui, c'est quoi? Ce n'est pas rassurer les conditions d'importation du glyphosate au Bénin, ce n'est pas ça encore le problème. Le problème c'est quoi? C'est que les paysans, la population, l'opinion publique attend une seule chose de l'État central. Est-ce que ces produits que nous importons là, qui nous sert à détruire les mauvaises herbes, d'accord, et ça facilite la culture de coton et autres cultures, est-ce qu'après tout ceci, qu'est-ce que ça crée comme dommage sur non seulement l'environnement, et quand je dis l'environnement, les sols. Et quand vous parlez des sols, vous avez le ruissellement, vous avez la biodiversité, donc les eaux. Et ensuite, vous voyez la chaîne alimentaire au complet. Et ensuite, maintenant, les producteurs qui utilisent ces mêmes produits, ces produits dont il y a question. Alors, c'est à cela, c'est à ces questions, à ces interrogations, nous attendons des clarifications de la part de vérité du gouvernement par rapport à ces interrogations. Donc le ministre, dans cette déclaration, a beaucoup plus parlé des dispositions prises pour l'importation des produits et l'utilisation sur le terrain. Vous avez vu des conseils qu'on donne aux producteurs, ne pas réutiliser les emballages et autres encore, qu'à ce niveau-là, je dis, on n'est pas allé loin. Parce que quand on dit ne pas perforer pour ne pas utiliser, mais si on laisse les emballages, on les abandonne en nature, ça peut créer aussi d'autres problèmes. Donc c'est ça justement, le débat en fait est à ce niveau-là. Et je crois que c'est à ce niveau que tout le monde fut le débat, presque tout le monde. Je dis, il y a quelques voix de la société civile, non, M. Sagbo, je peux citer le professeur Michel Bokor aussi, qui à travers quelques posts que nous avons lus sur des forats quand même, a donné des points de vue. Donc moi je dis, nos scientifiques sont où en réalité? Parce que je comprends le ministre dans sa position. On va y arriver, on va pas répondre à toutes les questions en un seul bloc. Vous parliez de l'effet du produit après utilisation, notamment sur les sols, mais ce que le ministre a dit et que j'ai pu vérifier sur d'autres sites, non pas seulement les déclarations du ministre, mais sur d'autres sites, c'est que le produit est détruit par l'insolation après un certain temps, qu'il n'a pas d'effet tant que ça sur le sol. Est-ce que vous partagez ce point de vue, monsieur? Voilà, donc je n'aurais pas fini quand vous m'aviez arrêté. Donc par rapport à la réglementation toujours, on va revenir à votre question. Pourquoi réglementer? L'espace UEMOA, l'espace CEDEAO réglemente pourquoi? Il y a des circuits parallèles qui vendent d'autres produits similaires et qui font concurrence officiellement au circuit officiel. Comme dans tous les secteurs pratiquement. Comme dans tous les secteurs pratiquement. C'est la raison première pour laquelle on a instauré une réglementation, il faut le dire. Donc, et ça encore, c'est des abus commerciaux. Et on a demandé aux États de veiller à ces contrebandiers. Donc c'est pour ça surtout
qu'il y a eu. Cette année déjà, je ne sais pas à quel mois, il y a eu 5 mois comme cela, il y a eu un communiqué du ministre du MAEP qui disait à tous ceux qui vendaient ces produits-là de rentrer dans le circuit et de voir les papiers. Donc ils sont rentrés dans les trucs pour fermer des cabinets, des trucs. C'est devant vous, moi j'ai entendu. Donc c'est beaucoup plus pour ça. Ce n'est pas dans l'intérêt de la santé, du cadre de vie, mais c'est dans l'intérêt. Et il faut comprendre nos États. Nos États ont des pressions extérieures, des multinationales qui fabriquent ces produits. Que les populations les comprennent. Est-ce que nous pouvons les aider à sortir des mains de ces lobbies? C'est notre travail. C'est ce que nous devons essayer de faire s'ils veulent bien que nous les aidions. Parce que vous savez très bien que en dehors des produits chimiques qui peuvent faire de l'agriculture durable, il se développe un peu partout aujourd'hui des produits écologiques, bien étudiés, des biopesticides qui peuvent aider nos paysans à produire sains, tant pour la santé que pour les consommateurs que nous sommes. Je voudrais ajouter ça. Avant de répondre à votre question. Oui. Voilà. Votre question était... Oui, quand je dis, il y a des études qui ont prouvé que le glyphosate, quand il est utilisé, il est détruit dans le sol, notamment grâce à l'insolation qui est extrêmement élevée en Afrique comparativement aux pays tempérés, en tout cas aux pays européens, où le glyphosate est utilisé à beaucoup plus grande échelle. Voilà. Donc, le ministre, vous avez peut-être lu, mais n'oubliez pas que moi, je suis parti quand même au siège de l'Union européenne il y a 2 ans. Bon, on ne savait pas. Des lobbies, Monsanto a installé des lobbies autour du siège de l'Union européenne en Belgique. J'ai vu ça. Ils sont des lobbies paysans, des lobbies scientifiques, des lobbies ceci. Donc, lorsque vous dites les choses, faites attention. Il y a eu un débat sur la biodégradabilité du glyphosate. Et Monsanto a menti tout le temps. Et des chercheurs lui ont démontré que le glyphosate n'est pas biodégradable. C'est un point très important. C'est faux. C'est-à-dire que s'il y a des scientifiques au ministère ou bien n'importe où qui veut venir organiser une table ronde, on va leur démontrer que le glyphosate n'est pas biodégradable. Moi, je suis un spécialiste, je peux le dire, de la biodiversité. Lorsque le ministre dit que 2 mois ou 3 mois, je ne sais pas, 15 jours avant les semis, on brûle, on met le glyphosate et ça tue. C'est dangereux. Est-ce que les scientifiques l'écoutent? Nous avons signé la Convention sur la diversité biologique. Et désormais, nous savons qu'il n'y a pas de mauvaises herbes. C'est les herbes qui nous soignent. Nous mangeons aussi des herbes. Les herbes servent de pâturage à nos animaux. Oui, mais on ne va pas les laisser proliférer dans les champs où on doit produire des livres. Moi, je suis ici pour éclairer les populations. Je ne suis pas ici pour contester le ministre. Le ministre a parlé. Mais nous, notre rôle en tant que société civile, c'est d'éclairer les populations. Allons-y. Les éleveurs utilisent les herbes pour nourrir leurs animaux. Il y a des tradithérapeutes et nous-mêmes, lorsque nous avons des problèmes, nous allons chercher nos herbes pour nous soigner. Rien que pour ça. Rien que pour ça. Et ces espèces sont des milliers dans la nature et nous devons les protéger pour notre santé et pour notre consommation. Est-ce qu'il n'y a pas à mettre en place des aires qui sont destinées exclusivement à l'agriculture et d'autres aires où on peut laisser proliférer les herbes dont vous parlez? Je suis d'accord avec vous. Mais est-ce qu'on contrôle aujourd'hui les espaces dans lesquels on utilise le glyphosate? On ne contrôle rien. Vous savez que ici, à côté de vous ici, ceux qui produisent l'ananas, c'est dangereux. Nous pouvons vous amener à aller les voir. Les ananas sont en champ comme ça et on met du glyphosate dessus. Nous avons vu des ananas, on a mis dans des tonneaux, on a mis du glyphosate dessus. Je vous assure. Si à quelle fin? Mais moi, déjà dans les tonneaux, on met encore du... Même dans le champ, un herbicide. Même dans le champ, on a arrosé le champ où il y a déjà d'ananas là. On a arrosé le glyphosate. Nous, on ne parle pas de la fiction. Vous prenez vos cabinets, vos caméras et micros, on ira voir les gens et vous allez les interroger, vous allez voir par vous-même. C'est ça, ici. Donc, ce n'est pas que le coton. Donc, au point de vue biodiversité, ce que le ministre a dit est grave. Alors, pas trop non plus... Non.
moi, bon, je ne l'accuse pas, mais il nous a dit quand même, il est franc, il nous a dit ça. Donc, non seulement, il dit qu'on va utiliser ces herbes après pour faire de l'engrais, mais il n'a pas dit que le glyphosate n'est pas biodégradable. Il n'a pas dit que lorsqu'on épand le glyphosate, on tue toutes les herbes qui constituent de la biodiversité pour nous. Ils ont signé la convention. Je ne peux pas accepter que le ministre dise ces choses-là et que nous nous taisions. Je reviens à vous dans un instant. Il n'a pas compris. Je reviens à vous dans un instant. Le ministre affirme en tout cas que les quantités de glyphosate utilisées sous nos tropiques, notamment 3 litres par hectare, sont largement inférieures. Déjà, le glyphosate utilisé au Bénin n'est pas exactement le même que celui utilisé dans les cultures à grande échelle dans les pays occidentaux. Et ensuite, les quantités utilisées sont très largement inférieures, c'est-à-dire 3 litres par hectare contre 10 litres à l'hectare en Europe. Est-ce que ce n'est quand même pas des éléments qui sont rassurants pour la santé des populations qu'on a ici? Il ne faut pas comparer ce qu'il ne faut pas comparer. Ce n'est pas les mêmes gammes, les mêmes échelles de production quand vous prenez les pays européens et le Bénin. C'est carrément autre chose. Le problème ici n'est pas la quantité utilisée. Ce n'est pas ça qui pose le problème. Nous voudrons savoir quels sont les dégâts. La quantité. Non, attendez. Les dégâts du produit sur nos sols et sur la santé des populations. Je reviens, je vous dis, lorsqu'on parle de la biodégradabilité du glyphosate, on nous a dit, oui, sous l'effet de la lumière, de la chaleur, le glyphosate est décomposé et tout. D'accord. Ça peut être le cas, effectivement. Mais lorsqu'on se refait un peu au cours de minéralisation, de dégradation, on va se poser la question de savoir, Lavoisier a dit, rien ne se perd, tout se transforme. Rien ne se crée, tout se transforme. Le glyphosate se transforme. Alors, le glyphosate va se transformer, mais en quel produit? C'est des sous-produits, des compositions du glyphosate. Parce que les chimistes vont vous dire, lorsque c'est des produits, c'est des éléments chimiques assemblés et que après dégradation, il y a des ruptures de liens, d'accord? Donc des éléments vont se dissoudre simplement. Quels sont les sous-produits là? Est-ce qu'on maîtrise les sous-produits de dégradation du glyphosate? Et ces sous-produits ont quel effet sur en fait, le sol et autres? C'est ça en fait la question. Donc je dis encore une fois, moi je trouve quand même que, comme je l'ai dit à l'entame de mes propos, le ministre est dans un rôle un peu délicat. C'est difficile. Et quand nous savons un peu les pressions qu'il y a tout autour et autres, le ministre, on le connaît, c'est un technicien. On n'a pas la preuve qu'il est sous des pressions. C'est un cadre. Non, je parle de ce que je sais. On ne va pas tout dire ici. C'est un cadre émérite. Gaston Dossoui, ça, ses compétences prouvées, tout le monde le sait. Il a été dans une position un peu difficile pour ces questions-ci. Alors, moi je dis, les scientifiques que nous avons dans ce pays, en fait, je leur envoie le débat. Les professeurs d'université que nous avons qui font des recherches, il y a des laboratoires de pédologie à l'université. Il y en a qui travaillent sur les sols, il y en a qui travaillent sur les herbes. Il y a des doctorants ou bien des doctorats, des thèses dans ce pays sur ces questions-là. Ils sont où? Ils n'ont qu'à sortir pour alimenter le débat, en fait. C'est ça le problème. Parce que le ministre dit, c'est vrai qu'il n'y a pas d'alternative. Mais aujourd'hui, dans des pays, il y a des engrais quand même biologiques qui sont utilisés. Quand vous allez en Chine, il y a des engrais biologiques liquides aujourd'hui qui sont utilisés. On nous a dit qu'il n'y a pas d'alternative et qu'on va pour le moment continuer par utiliser du glyphosate. Et voilà tout le débat autour. Donc, je dis, il faut que les scientifiques de ce pays nous disent, le glyphosate que nous utilisons là, ça nous crée quoi? Au niveau du ministère aussi, certainement, il y a eu des études. On ne veut peut-être pas en parler. Ou s'il n'y en a pas eu, comment dit-on alors ces études-là pour savoir un peu quel est l'impact? Parce que, vous savez, la culture de coton pour laquelle on utilise suffisamment de glyphosate et autres là, les régions du pays qui sont quand même les régions en pôle position en matière de production de coton, vous savez, le nord du Bénin. Allez aujourd'hui à Banikwara, qui a été quand même une commune productrice très connue, en fait, qui a fait des quantités records. Aller à Banikwara aujourd'hui, tout le monde le sait. Il y a une étude récemment commanditée par ProSol, projet de réhabilitation, de protection des sols de la coopération allemande, qui a parlé de l'impact de la culture de coton dans Banikwara. Allez lire les résultats de ces recherches-là. Et vous allez comprendre quand même que, justement, parce que c'est une dégradation avancée des terres. Aujourd'hui, quand vous allez à Banikwara, aujourd'hui, tout le monde connaît la dégradation
protection de l'environnement. Et aujourd'hui, il y a beaucoup des autres. Regardez, les gens quittent beaucoup Banikoa pour rejoindre centre-nord d'autres villes, Parakou et autres, parce que quoi? Les terres ne donnent plus. C'est ça justement les problèmes que nous avons. Donc, je dis aujourd'hui, il est question, le gouvernement qui déjà a pu quand même faire cette sortie, il faut saluer cela, qui a pu quand même rassurer des conditions d'utilisation, d'importation et tout. Il faut que le gouvernement aille plus loin que ça. Donc, moi je dis, on peut le faire. Nous avons les moyens pour le faire. Nous avons les cadres pour le faire dans ce pays. Commanditons ces études-là. Réalisons ces études et voyons un peu la balance. Est-ce qu'on va continuer comme ça à utiliser le glyphosate qui cause des problèmes? Quand vous allez aux États-Unis, vous avez cité le cas de Johnson, d'Eline, le jardinier en question. Mais en dehors du jardinier en question, il y a beaucoup d'autres cas contre Monsanto. Plus de 500 procès. Voilà, contre Monsanto. 8000 procès. Donc c'est ça. Et la firme en question a été disons, accusée d'avoir falsifié, manipuler des résultats justement sur les conséquences du glyphosate sur la santé et sur l'environnement. Donc, nous connaissons, il y a tous ces éléments. Les vidéos ont circulé en octobre 2017. Vous avez vu cette affaire de manipulation. Monsanto aurait quand même payé des scientifiques qui ont menti sur les vrais résultats des recherches. Donc, nous connaissons tout cela. C'est pour ça que je dis, ne prenons pas l'opinion, ne venons pas dire, prendre les choses à la légère face à l'opinion publique. Il faut creuser l'abcès. Il faut aller là où ça doit aller. Parce que quoi? Quand on parle aujourd'hui de développement durable, la dimension environnementale, c'est le pilier le plus prépondérant du développement durable. Et aujourd'hui, quand vous prenez les pays du Nord, les pays européens en réalité, compte sur l'Afrique. Parce que quoi? On dit que la nature est beaucoup plus présente aujourd'hui en Afrique. Est-ce que nous allons continuer par faire les mêmes erreurs que ces pays, les erreurs commises par ces pays, pour nous retrouver où demain? C'est ça justement. Quand on voit la misère ambiante dans nos pays, quand on voit la dégradation de ci et de ça dans notre pays, c'est pour ça que je dis une fois encore, il faut que le débat soit un débat purement scientifique ou technique et non un débat politique. Parce que lorsqu'on va mener un débat politique, nous allons rater les cibles, nous allons rater les préoccupations nécessaires. Aujourd'hui, en tout cas, il est important que des mesures d'accompagnement puissent permettre aux paysans qui sont dans l'utilisation quotidienne de ces produits, notamment quand il s'agit des périodes de semences, ces mesures d'accompagnement puissent les aider et les protéger contre les effets néfastes. Parce que, qu'on le veuille ou non, si le produit est classé catégorie 3 et non catégorie 1, ou sinon même n'est pas classé comme produit non dangereux, c'est parce qu'il y a forcément une dangerosité, et c'est surtout les conditions d'utilisation de ces produits-là qu'il faut observer. Et que savez-vous, Monsieur Sagbo, des conditions dans lesquelles les paysans béninois utilisent et épandent le glyphosate? Merci beaucoup. J'ai entendu dire, le ministre dit que le débat n'est pas technique, n'est pas scientifique, mais que les gens s'agitent. Moi, je ne veux pas faire de l'agitation. Tout ce que je dirais ici doit être vérifié scientifiquement. La Convention sur la biodiversité biologique a été ratifiée par le Bénin. Sans fausse modestie, j'en suis un spécialiste. Le ministre a dit qu'au Bénin, même si on a recommandé 3 litres à l'hectare, qu'aujourd'hui au Bénin, on n'utilise que 2. Je ne dirais pas que c'est faux, mais je vais vous dire, regardez ça. C'est une étude réalisée lors de la campagne 2011-2012 et elle est intitulée « Les pratiques paysannes de gestion des pesticides sur le maïs et le coton dans le bassin cotonnier du Bénin ». Ce n'est que des chercheurs ici. Et l'étude a été financée par l'UEMOA. C'est l'UEMOA qui a financé ça. Vous voyez, c'est lors de la campagne 2011-2012. Oui, est-ce que les pratiques n'ont pas changé entre temps? Qu'est-ce qui s'est passé? Ici, puisque le ministre n'a parlé que d'herbicides, je parlerai que de glyphosate aussi. L'étude dit, allons-y rapidement. Dose de pesticides chimiques agricoles appliqués par les producteurs, herbicides. Quelle que soit la spéculation, maïs ou coton, les producteurs utilisent la même dose d'herbicides. Combien? Les doses répertoriées varient entre 2 et 8 litres par hectare. Du glyphosate. La dose moyenne appliquée dans la zone est de 4,5 litres par hectare. La dose d'application recommandée varie selon l'environnement du champ. C'est ça. Et
Avant, lorsqu'on parle de Roundup, on parle de calage, on parle de ceci, sachez que il s'agit pas de Roundup. Non, il s'agit d'une question de molécules. Vous savez, l'aspirine, c'est quoi le principe actif? C'est l'acide salicylique. Et ça s'appelle aspirine au moment où l'inventeur l'a trouvé. Lorsque l'inventeur l'utilise après 30 ans, le brevet tombe dans le domaine public et n'importe qui peut aller fabriquer l'aspirine sous un autre nom. C'est pour ça que nous avons les paracétamol, les ceci. C'est le même principe actif qui est l'acide salicylique. C'est la même chose pour le glyphosate. La molécule ne varie pas. Mais puisque Monsanto a fini d'utiliser son principe actif qui est le glyphosate est tombé dans le domaine public depuis. Et n'importe qui peut aller acheter la licence et fabriquer. Donc vous avez le Roundup Ready, oui. Vous avez le Calage, vous avez le Killer, c'est la même chose. C'est des noms commerciaux. Mais la molécule reste. Donc c'est ça. On utilise 4,5, que ce soit le maïs ou dans le bassin. C'est ça. Maintenant, vous avez dit... Vous parlez de 2011. 2012. Est-ce que ça n'a pas changé depuis un certain temps? Le ministre a dit au Bénin... On n'a pas changé de pratique. Le ministre a dit au Bénin la campagne 2011-2012 n'est pas très loin de celle actuellement. C'est pas loin. Mais le ministre a dit... Oui, mais nous avons quand même des résultats qui sont bien différents. Je ne parle pas des... Moi, je suis pas ici pour parler de coton résultats. Nous sommes ici pour parler de la santé animale, si les résultats ont été meilleurs, c'est peut-être parce que les pratiques sont différentes. Mais si vous voulez qu'on parle de résultats, on va en parler. On ne parle pas de résultats, on parle des pratiques. Les pratiques qui ont conduit à des résultats. En 2011-2012, les pratiques que vous avez répertoriées, en tout cas que l'UEMOA a pu répertorier dans ce rapport, sont-elles les mêmes que celles qui sont en cours aujourd'hui? Est-ce que vous avez cherché, le ministre n'a pas dit l'espace temporel dans lequel il a parlé. Il dit au Bénin. Je parle au Bénin. Maintenant, si vous voulez d'autres études, on va vous en fournir. J'en ai une multitude ici. Il y a encore une autre ici. Qui parle, vous voyez, il y a encore une autre ici. Regardez. Évaluation finale du projet de sécurisation, élimination des pesticides. Ça, c'est en 2016. C'est le Japon qui l'a financé. Mars 2016. Si vous le lisez, vous allez voir. On n'invente rien. C'est la même chose ici. Et eux, ils veulent faire quoi? Ils veulent éliminer le surplus dont on n'a pas besoin. C'est pour ça le Japon, c'est d'autres États qui a fait ça. Maintenant, je voudrais vous dire quoi? Vous avez dit des mesures de protection. Pour les paysans. Vous voyez, celui qui a produit, le ministre dit toujours que le glyphosate n'a tué personne. Il n'a pas eu hécatombe dans le pays. Vous voyez, non? Et il dit en même temps que ce n'est pas dangereux. Et en même temps, il dit qu'on a recommandé qu'on détruise les bidons. Il faut les détruire. Les emballages. Les emballages. Ensuite, il dit qu'on a fabriqué des combinaisons et que c'est les paysans qui refusent d'utiliser. Pourquoi tant de précautions? Si le produit n'était pas dangereux, pourquoi on va exiger des mesures de protection, des vêtements, des cache-nez et tout ça? Pourquoi eux ils recommandent ici de détruire les emballages après utilisation? Ça veut dire qu'il y a danger. Moi, j'ai vu une confusion dans les déclarations. Mais peut-être, bon, je ne sais pas, mais c'est ça. Et ces emballages, justement, sont utilisés par des musulmans, nos frères musulmans, pour faire l'ablution. On met l'eau dedans pour aller faire l'ablution à la mosquée. 2, on met la bouillie. Regardez ça. C'est pas moi, c'est l'étude. On met la bouillie dans l'emballage pour les enfants. On met de l'eau et ça sert de goutte pour aller à l'école. C'est moi qui ai dit ça. C'est pas moi qui ai dit ça. Regardez-moi ça. C'est du n'importe quoi. On ne peut pas accepter ça. Moi, je dis c'est dangereux. Écoutez, vous dites qu'on a classifié, on a dit que c'est 3e rang. Quoi? C'est quoi ça? Je demande à tous ceux qui tiennent ce discours-là, on va prendre ce produit de 3e rang-là, on va leur faire de la bouillie et ils vont donner à leur cheptel. Sur 2 semaines, on va voir si les cheptels vont survivre. Deuxième chose, regardez. La question n'est pas... La question est ceci aussi. Lorsque le ministre dit que ça n'a pas tué, ça entraîne des maladies chroniques. Maladie chronique. On n'a pas fait d'études là-dessus, donc on ne peut pas l'affirmer. Non,
Et puisque nous avons décidé volontairement de ne pas faire les études ici, parce que si on faisait ces études ici, là, ça va révéler sur les hommes. Et on a fait des études sur les écosystèmes. Et tout ce qui est nuisible pour le rat peut endommager ici. Qu'est-ce que les gens font ici? Ils vont faire les champs à côté des rivières. Et lorsque les gens ont prélevé de l'eau des rivières, ils ont vu que les poissons, les grenouilles et tout ça ont accumulé ces substances dans l'organisme. Et ils ont fait beaucoup d'hécatombes à leur niveau, justement. Mais si on va faire les études au niveau de l'homme, ce serait de la catastrophe. Vous allez voir qu'on a vu dans le sang d'un ministre ici, d'un cadre ici, que vraiment, il y a des choses impossibles. Il n'a qu'à avoir le courage de dire, nous allons prendre la décision de faire ce truc-là. C'est pour ça que je dis, le ministre n'est pas encore sorti. Il doit revenir encore. Il reste un ministre qui doit arriver. C'est le ministre de la Santé. Qui en a parlé à l'occasion. Nous avons entendu que le ministre du cadre de vie a déjà fait une déclaration. Moi, je n'ai pas lu. Celui le plus courageux, c'est le ministre de Soui. Il faut le féliciter. Moi, je connais de le dire que mes propos ne lui semblent pas que c'est non. Nous sommes ici pour éclairer le public. Et je suis sûr que ce que je dis maintenant, si cette population de Kpaouian, ces parents de Kpaouian m'écoutent, ils diront que nous sommes en train de leur rendre le service. On doit les informer, on doit les éclairer. Ce produit n'est pas bon. Parce qu'au Bénin, il n'y a pas une sécurité sociale digne du nom qui puisse prendre les gens en charge en cas de tessia. C'est pour cela que nous devons mettre l'accent sur ces choses-là, pour le dire clairement. Mais on dit, vous savez, ici au Bénin, pour finir, on nous dit qu'on n'a pas assez de protéines, et vous voyez que c'est les populations qui sont au bord du lac qui vont prendre du poisson congelé, des produits congelés. Vous voyez ça? Et on met de l'argent pour dire on va faire l'élevage. Mais si nos bêtes vont brouter ces choses-là, les poissons que nous devons manger, accumuler ces choses-là dans l'organisme, et que nous allons manger ça, la chaîne continue, et c'est un cercle infernal des maladies dangereuses dont nous n'avons aucune possibilité de nous en guérir. On n'a pas l'argent, on n'a pas le plateau technique, on n'a pas les hommes, on n'a rien du tout. Ça, c'est dangereux. Et on dit, lorsqu'on ne connaît pas, on s'abstient. Ça veut dire principe de précaution qui est le plus cher dans ces affaires-là. Nous devons les observer. Et nous, tant que nous vivrons, nous allons passer ces messages-là. Partout nous passerons. Et même si les autorités doivent savoir qu'en le disant, en faisant comme ça, nous les accompagnons pour que les populations, les hommes, soient bien dans leur main, parce qu'ils ont prêté le serment de nous fournir un mieux-être dans un cadre de vie digne du nom. Et c'est pour cela, tout le monde dit, même si tu es pauvre, tu dois être digne. Et nous sommes sûrs qu'ils nous comprennent, ils ne nous prendront jamais en adversité. Et je crois que c'est ensemble que nous allons bâtir le Bénin. Justement, on va essayer de savoir maintenant, à en juger par vos propos, que ce soit vous connaissez le glyphosate au regard de son niveau de dangerosité, au regard des preuves qui ne sont pas faites de son autodégradabilité et de ses conséquences sur la santé humaine. Il vaut mieux s'en passer. Maintenant, connaissez comment se passer du glyphosate, qui est aujourd'hui quand même l'herbicide le plus utilisé dans le monde. Même la France, et avec son ministre de l'écologie, Nicolas Hulot, dont on connaît également l'engagement contre les pesticides, n'a pas encore décidé de se passer du glyphosate. Et nous, au Bénin, dans ces conditions-là, comment faisons-nous? Je trouve que la question est un peu difficile, mais n'allons pas nous calquer sur ce qui se passe forcément dans ces grands pays avant de prendre nos propres décisions en réalité. Il ne faudrait pas qu'on attende, parce qu'il faut attendre l'Union européenne interdire l'utilisation du glyphosate ou la France avant de le faire. Non. Lorsque des problèmes vont se poser, ce n'est pas la France de venir régler les problèmes pour nous au Bénin. Donc je dis, aujourd'hui, il est question de savoir s'il y a d'autres alternatives.
du glyphosate. Je crois apparemment non, hein, selon ce que nous avons entendu. Selon ce que le ministre a dit. Mais certainement que dans le monde scientifique, il y aura certainement des choses qu'on peut utiliser. Aujourd'hui, on parle de l'agriculture agro. C'est encore d'autres produits chimiques. Aujourd'hui, qu'on parle de l'agriculture bio et agroécologique et tout, c'est des options, c'est des perspectives qu'on peut quand même commencer déjà par développer dans notre pays pour quand même éviter, parce que voilà les conséquences, voilà les problèmes que cela pose. Est-ce qu'il faut continuer et polluer suffisamment nos terres sur des générations pour aller peut-être à une phase complètement irréversible? Lorsqu'on vous parle de la dégradation des terres au Bénin, ces mêmes scientifiques des ministères vous diront que nous sommes à plus de 62% de dégradation de nos terres dans notre pays. Et déjà, si on est à 62% de dégradation des terres... sont dégradées par quoi, glyphosate? C'est les pratiques, c'est beaucoup plus les pratiques culturelles. Ils vont vous parler surtout des... Ils savent, ils connaissent, c'est eux qui nous donnent les chiffres. Ils connaissent ça. Ça veut dire quoi? Face à cela déjà, à ces proportions, à ces statistiques, à ces problèmes, il est important que nos gouvernants, nos décideurs puissent quand même s'asseoir et réfléchir, voir dans quelle mesure nous allons continuer à faire le coton sans pour autant détruire notre environnement. C'est là la question. Maintenant, quand je reviens à la conférence de presse du ministre, le ministre a pour finir sa conférence, parlé de la dimension politique du problème posé. Et je dis, une fois encore, dans notre pays, il ne faut pas mettre la politique dans tout. Le ministre a laissé entendre que les performances réalisées au niveau de la production cotonnière avec le régime en place a suscité quelques jaloux et qu'il y a eu des récupérations politiques de l'affaire et qu'il y a des détracteurs du pouvoir qui ont très tôt profité de la situation pour alerter, pour crier, pour inquiéter, pour rien. Je crois quand même que le ministre est dans ses rôles, effectivement, certainement qu'il y a des situations du genre. Mais je dis, au-delà de ces discours politiques, il faut aller à l'essentiel. Et l'essentiel aujourd'hui, c'est déjà très tôt de savoir, nous utilisons du glyphosate, que ce soit des killers ou autres dans notre pays. Quel est l'impact sur nos populations? Quel est l'impact sur la santé des populations, la santé du sol? Et quelle alternative il faut trouver? Malgré les conditions d'utilisation, les consignes, les conseils donnés aux producteurs, vous voyez, chaque année, on a des cas d'intoxication. Dans le pays, on dit, voilà, c'est tel produit, ils ont consommé tel, et puis toute une famille est décédée suite à tel. Donc, vous voyez déjà, donc les produits sont si dangereux qu'il faut aller au-delà de ce que nous sommes en train de dire ici. Donc, moi, je dis, encore une fois, si les études n'ont pas été réalisées, réalisons ces études. Les mêmes lois, quand vous prenez la loi cadre sur l'environnement, vous dira, avant toute entreprise, il faut une étude d'impact environnemental. L'homologation et autres des conditions d'importation, est-ce qu'on tient compte de la dimension environnementale avant d'homologuer les produits ou on tient compte simplement du caractère commercial, du caractère business? Donc, il faut quand même que l'État qui a la charge garantir le bien-être des populations et défini par la Constitution, l'article 28 de la Constitution, le Béninois a droit à un environnement sain et l'État aussi a le devoir quand même de le protéger. Donc, il faut quand même que nos autorités puissent quand même s'intéresser davantage à la dimension environnementale. Merci et à vous, ça s'est fait sentir déjà avec ce régime et nous voulons encourager ce régime à aller plus loin parce que nous avons eu des décisions prises dans le domaine environnemental qui montrent de la volonté, qui dénotent de la volonté du chef de l'État et de l'équipe actuelle à quand même préserver l'environnement au Bénin. Merci à vous, connaissez, Monsieur Patrice Sagbo, pour votre dernier mot. Avons-nous une alternative au glyphosate? Très bien. Donc, comme M. Essé a dit, nous sommes ici pour accompagner le gouvernement et tous ceux qui vont entreprendre, qui ira dans le sens du bien-être de la population, on va accompagner. Nous, on est société civile. Donc, vous avez dit alternative. Oui. Donc, nous allons remonter. Qui est Monsanto? Monsanto a été... Oui, c'est ça. Du glyphosate. C'est ça. C'est le fabricant du glyphosate a une société qui s'appelle Monsanto. Oui. Et c'est en 1901. Le glyphosate est entré en vigueur dans l'agriculture en 1976. Avant ça, que faisaient nos paysans? D'accord? On ne fabrique pas le glyphosate au Bénin. Est-ce qu'on parvenait à produire en grande quantité, à grande échelle comme aujourd'hui? Je viens. Donc, le glyphosate... Bref, nous l'avons très limité. Le glyphosate n'est venu qu'en 76, et je ne suis pas sûr que c'est en 76 que c'est arrivé au Bénin. Si vous voyez la structuration des acteurs de l'agriculture du Bénin,
c'est 80% de petits paysans. Et ces petits paysans ont des portions de terre qui varient entre 0,5 et 4, maximum 5 hectares. Et c'est ce grand groupe qui représente 80%, même plus de l'effectif. Et avant, il faisait quoi? Il faisait de l'entraide. Monsieur a ici un champ, j'en ai. Aujourd'hui, je vais chez lui et après, il vient chez moi. Le ministre a dit que c'est aujourd'hui, pour raison de main-d'œuvre, qu'on a fait ça. Oui, on fera ça lorsqu'il s'agit des cultures industrielles. D'accord? 100 hectares, 50 hectares, ok. Mais je parle ici de la nourriture. Nul ne prendra les aliments comme arme contre les populations. Nous, on parle de l'alimentation saine. C'est pour ça que ces petits paysans, ils utilisent les roues. Ils utilisent la rotation. Ils font plein de choses pour que leur culture, ils utilisent la grava, la roue. Merci, M. Sagbo. Mais c'est 80% pour faire 1 hectare. Merci. Ils utilisent leur roue. Merci, M. Sagbo. Nous allons devoir malheureusement en rester là. Ou bien ceci. On a eu beaucoup de choses qui peuvent détruire les herbes pour que nous puissions bien manger. Voilà, et ils savent le faire. Maintenant, on a amené le glyphosate pour tuer leur foie, pour détruire la tension, pour pouvoir vendre. Nous allons devoir en rester là. Le glyphosate reste pour beaucoup un produit dangereux qui doit être retiré de l'utilisation totalement. De l'agriculture. Voilà. C'est notamment le point de vue de M. Patrice Sagbo du réseau Djinokun. Il était notre invité ce matin dans Matin d'Éden. En face de lui, Corneille Aïssé, rédacteur en chef adjoint de Diaspora FM et journaliste spécialiste des questions environnementales.